Donc aujourd'hui, on va commencer le cours concernant le module de biologie animale S2 sur les invertébrés. Avant, au début, on va commencer par une présentation du règne animal. Donc, ce règne animal est divisé en deux groupes, à savoir les unicellulaires, les protozoaires. Qu'est-ce que c'est que donc les protozoaires? Ce sont des organismes primitifs qui possèdent plusieurs formes et qui vivent dans tous les milieux. Et une chose importante que vous allez comprendre, c'est que toutes les fonctions sont assurées par cette cellule. Après, il y a les pluricellulaires, ce sont les métazoaires. Ces métazoaires-là, qui sont formés par plusieurs cellules, se divisent en deux, à savoir les diploblastiques qui possèdent deux feuillets et les triploblastiques, trois feuillets embryonnaires. Au sein de ces triploblastiques, il y a les célomates et les acélomates. Les célomates, ils présentent une cavité entre le mésoderme et l'endoderme, et les acélomates ne possèdent pas de cellome, absence de cellome. Au sein de ces, au sein de ces célomates, il y a les protostomiens et les deutérostomiens. Donc ici, l'évolution, parce que vous avez fait un TP concernant l'embryologie et vous avez vu la gastrula. En bas de la gastrula, il y a un pore qui s'appelle le blastopore. Donc ce blastopore-là, il permet de distinguer deux lignées évolutives. D'abord les protostomiens. Le blastopore, il donne la bouche en premier lieu. Et chez ces protostomiens, le système nerveux est situé sous le tube digestif. Donc, on les appelle des hyponeuriens. Ensuite, les deutérostomiens. Ces deutérostomiens, le blastopore, il donne l'anus en premier lieu. Ici, la position du système nerveux, il divise ce groupe en deux lignées. Les épithélioniens, c'est-à-dire que le système nerveux, il est associé à l'épiderme, tel que par exemple chez les échinodermes. Mais il y a une chose, ici on arrête pour les invertébrés, mais les vertébrés, ce sont des épineuriens. Le système nerveux est complètement dégagé de l'épiderme et il est situé au-dessus du tube digestif. Ça, c'est pour les vertébrés. Mais pour les invertébrés, on s'arrête aux épithélioniens. Voilà donc une classification et une présentation du règne animal qui est basée sur des caractères embryologiques. Et maintenant, on commence par les protozoaires. Les protozoaires, donc avant de commencer, il faut d'abord faire cette observation et regarder qu'un protozoaire, c'est une cellule. Mais ce n'est pas comme une cellule typique animale. Regardez là. On va donc essayer de faire une comparaison après entre un protozoaire et une cellule animale typique. Donc ici, vous observez bien qu'il s'agit d'une cellule, c'est la paramécie. Il s'agit d'une cellule avec sa membrane, ensuite le cytoplasme et le noyau.
Donc ça, c'est un exemple d'un protozoaire. Puis, maintenant, on passe aux caractères généraux. Les caractères généraux de ces protozoaires. Autrement dit, une question se pose, quels sont les caractères généraux des protozoaires, c'est-à-dire de ces êtres unicellulaires. Ce sont des organismes unicellulaires. L'animal, il est formé d'une seule cellule. Ce sont des eucaryotes. La cellule, il possède un vrai noyau, membrane nucléaire, l'existence de la membrane nucléaire. Si on dit un vrai noyau, c'est-à-dire l'existence d'une membrane nucléaire, à préciser. Ce sont des hétérotrophes. Évidemment, ils se nourrissent des substances organiques. Dans la nature, on les trouve soit libres ou bien des parasites. C'est ce qu'on va voir en TD concernant le parasitisme. La reproduction, évidemment, il peut être sexué ou asexué, on va le voir après. Sexué, il fait intervenir les gamètes et asexué, il ne fait pas intervenir les gamètes. Le mode de leur nutrition, comme vous l'avez vu en biologie cellulaire, il s'agit d'une phagocytose ou bien une diffusion. Ils sont mobiles au moins à un stade de leur développement. Ils sont mobiles au moins à un stade de leur développement et vous allez voir les stades de développement d'un parasite au cours de TD. Cette cellule exerce plusieurs fonctions. Et ça, il faut bien préciser une chose importante ici, c'est que cette cellule, il exerce plusieurs fonctions. C'est la différence entre une cellule animale typique, comme vous l'avez vu en biologie cellulaire, et un protozoaire. C'est-à-dire que le protozoaire, il peut exercer plusieurs fonctions, à savoir la locomotion, le déplacement, c'est-à-dire le déplacement, la reproduction, la nutrition, tout ça, ce sont des fonctions, on dit qu'il s'agit comme un organisme. Voilà donc la différence entre un protozoaire et une cellule animale typique. Et on va commencer par ces fonctions-là qu'exercent les protozoaires. Premièrement, la locomotion, le déplacement. Comment se fait le déplacement chez ces protozoaires? Il y a d'abord la classe des rhizopodes. Le déplacement ici, chez ce groupe-là, se fait par des pseudopodes, c'est-à-dire que le corps émet des expansions dans lesquelles se déplace toute la masse de l'individu. Et vous avez devant vous ici la structure d'un exemple qui est l'amibe, où vous trouvez ici le pseudopode, ectoblaste, endoblaste, la membrane plasmique, la vacuole contractile, la vacuole digestive, le noyau et une autre vacuole digestive. Ça, c'est l'amibe. Ça, c'est un genre de déplacement par les pseudopodes que vous voyez ici. Après, il y a un autre groupe, une autre classe, c'est les flagellés. Les flagellés. Le déplacement se fait par des flagelles. Et vous aurez en fin de cours des planches qui vont illustrer ces figures. Le déplacement se fait par des flagelles. Regardez le flagelle ici. Ces appendices, c'est-à-dire ces flagelles, sont longs, flexibles et contractiles qui ondulent sans cesse.
Et l'exemple, c'est Trypanosome de Gombi. Ensuite, il y a les ciliés. L'exemple, c'est la paramécie. Le déplacement se fait par des cils vibratiles. Les voilà en haut, les cils vibratiles. Nombreux et courts, et ils couvrent toute la surface du corps. Vous aurez donc ces planches-là en fin de cours qui reflètent et qui illustrent toutes ces figures-là. Voilà donc une structure de la paramécie où il y a les cils vibratiles, la vacuole contractile, vacuole digestif. Il y a deux noyaux, le petit noyau et le gros noyau, la gouttière orale, le pharynx, l'endoblaste, l'ectoblaste. Voilà donc la structure d'une paramécie. Donc ça, c'est un genre de déplacement. Regardez donc combien il y a de déplacements chez ces protozoaires. Les modalités de reproduction. Ah, ici, les modalités de reproduction, il y a plusieurs types de modalités de reproduction. Il y a la reproduction sexuée qui présente trois formes. Asexuée, c'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir les gamètes. Il présente trois formes. Quelle est donc la première forme? C'est la division binaire. Une cellule, comme vous l'observez ici, une cellule mère donne deux cellules filles. La karyocinèse, c'est-à-dire la division du noyau, il est suivi par une plasmotomie, division du cytoplasme, qui est soit longitudinale ou transversale. Il est ici devant nous une division binaire transversale d'une paramécie, mais on peut avoir une division longitudinale. Donc regardez la reproduction asexuée. La première forme, c'est la division binaire. Voilà une deuxième forme, c'est ce qu'on appelle et ce qu'on va voir en travaux dirigés sur le parasitisme. On va voir ce mode de division qui est la division multiple ou schizogonie. La karyocinèse, c'est-à-dire la division du noyau, il est multiple, il donne une cellule plurinucléée appelée la schizonte. La voilà devant vous. Une plasmotomie, c'est-à-dire une division du cytoplasme, s'effectue autour de ces noyaux et donne plusieurs individus uninucléés appelés les schizozoïtes. Voilà donc la figure 6 indique la schizogonie. Schizozoïte donne des schizondes par division multiple du noyau et il donne des schizozoïtes. Après, on passe à un autre mode de reproduction, c'est le bourgeonnement ou bien ce que l'on appelle la gémiparité. Un développement de bourgeons, comme vous le voyez ici, le bourgeon latéraux sur le corps maternel et ces bourgeons se détachent et donnent de nouveaux individus. Donc il y a bourgeonnement externe, ensuite bourgeonnement interne. Ici, il s'agit de la reproduction sexuée qui fait intervenir les gamètes. Qu'est-ce que c'est que donc la reproduction sexuée? C'est la rencontre d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner une cellule à deux N chromosomes qui s'appelle une cellule diploïde ou bien l'œuf ou bien la zygote. On vous donne maintenant un exemple de reproduction sexuée chez la paramécie.
C'est ce qu'on appelle la conjugaison chez la paramécie. Il s'agit donc d'un véritable échange de matériel génétique. Son déroulement, il se fait en plusieurs étapes et vous aurez donc cette planche-là parmi les planches que je vais vous donner en fin de cours. Quelles sont donc ces différentes étapes? Premièrement, association de deux paramécies par leur face orale, c'est-à-dire deux paramécies qui vont s'associer par leur face orale. Ça, tenez-le bien au début. Association de deux paramécies par leur face orale. Comme vous le savez avant, il y a deux noyaux. Il y a le micronucléus et le macronucléus. Donc, on assiste à une dégénérescence des macronucléus. Ensuite, comme vous l'avez vu en cours de biologie cellulaire, comme vous le voyez en biologie cellulaire, quatre noyaux haploïdes. Quatre noyaux. La méiose, d'abord la dégénérescence des macronucléus et une méiose du micronucléus, c'est-à-dire une division réductionnelle qui est suivie d'une division équationnelle. Après, quatre noyaux haploïdes vont dégénérer. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un seul noyau. Ce noyau qui reste va se diviser. Le noyau se divise. Un des noyaux migre dans la cellule associée, d'où échange du matériel génétique. Et les deux noyaux fusionnent. Après, le noyau se divise en macronucléus et micronucléus. Évidemment, enfin, les deux paramécies se séparent. Donc voilà ce que l'on appelle la conjugaison chez la paramécie. Et il s'agit vraiment d'un véritable échange de matériel génétique. Voilà donc ce que vous aurez dans la planche correspondant à cette conjugaison. Voilà. Et maintenant, après les protozoaires, on va passer à un autre groupe, c'est celui des spongiaires. Qu'est-ce que c'est que les spongiaires? Donc d'abord, regardez cette figure-là qui montre une association entre des milliers et des milliers de spongiaires pour donner cette forme. Les spongiaires, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous l'éponge. L'éponge. Si vous touchez l'éponge, c'est presque exactement comme si vous touchez ces spongiaires-là. Donc on parle des spongiaires ou bien les éponges. Comme vous le voyez ici, il s'agit des milliers et des milliers de spongiaires qui vivent associés et qui vivent dans l'eau. Donc, s'il s'agit des milliers et des milliers de spongiaires ici qui donnent cette figure-là, on va observer comment se présente un seul spongiaire. Un seul, j'ai dit un seul spongiaire. C'est ce qu'on a appelé ici l'organisation générale d'un spongiaire. Et voilà.
Voilà donc l'organisation générale d'un type de spongiaire appelé le type Ascan. Le type Ascan. Comme vous le voyez, il s'agit d'un organisme de petite taille. Regardez-le bien, il est de petite taille et il ressemble à une petite outre. Une petite outre. Il est de 1 cm, presque environ de 1 cm de hauteur, et dont l'ouverture apicale en haut, regardez-le en haut, il représente ce que vous voyez, c'est l'oscule. C'est une ouverture d'où sort l'eau et les autres produits. Le corps, il est avec des orifices. Regardez le corps en jaune ici et regardez les points noirs. Ce sont des orifices inhalants qui font rentrer de l'eau. Il ressemble à une petite outre fixée à sa base. Donc ici, regardez bien ce type Ascan. Il s'agit d'un spongiaire où il y a l'oscule. C'est une ouverture d'où sort et il y a des pores inhalants qui font rentrer de l'eau. Il y a des cellules que vous voyez ici marron, ce sont les choanocytes et les pieds. C'est un animal qui vit fixé. Donc c'est la figure 9, la morphologie d'un type Ascan. Quels sont donc les caractères généraux de ces spongiaires? Donc il s'agit d'un métazoaire, il est pluricellulaire, sans organes. Et ça, c'est une chose très importante ici, c'est que ces spongiaires, ils n'ont pas d'organes différenciés. Ils sont diploblastiques, deux feuillets, ils ont l'ectoderme et l'endoderme. Ils ont l'ectoderme et l'endoderme qui est séparé par une couche pluricellulaire. C'est une masse gélatineuse riche en eau. C'est ce qu'on appelle la mésoglie. Donc, un spongiaire, il est formé par l'ectoderme, l'endoderme. Ces deux couches, ils sont séparés par ce que l'on appelle la mésoglie, qui est une masse gélatineuse riche en eau. On va voir après de quoi est composé l'ectoderme, de quoi est composé l'endoderme et de quoi est composée la mésoglie. La structure histologique de l'ectoderme. Voilà donc l'ectoderme. Vous voyez une couche de cellules vertes ici, une couche de cellules vertes. C'est un épithélium simple formé de cellules aplaties et jointifs. C'est ce qu'on appelle les pinacocytes. Les pinacocytes, ce sont ces cellules vertes ici qu'on voit qui sont de votre côté gauche. C'est l'ectoderme. Et il est recouvert d'une mince couche. Regardez bien ces cellules, l'une à côté de l'autre, qui forment l'ectoderme et qui sont formées par des cellules aplaties et jointifs qu'on les appelle les pinacocytes. Donc ici, on va voir, donc ça, on a vu maintenant l'ectoderme. Il est formé uniquement de cet ensemble de couches que vous voyez avec des noyaux
vert. Voilà. Entre les pinacocytes, entre ces cellules, il s'ouvre les parois inhalant d'où rentre l'eau. Donc, à notre gauche, c'est le milieu extérieur. Et à notre droite, ce que vous voyez en noir, c'est l'intérieur de l'animal. Et ici, c'est l'extérieur. Entre les pinacocytes s'ouvrent les parois inhalant, comme vous le voyez, suivis de canaux encadrés chacun par deux cellules tubulaires qui s'appellent les porocytes. Voilà les porocytes, vous les voyez en vert foncé, qui permettent la rentrée des aliments. Donc les aliments, ils viennent du côté extérieur que vous voyez blanchâtre, ici en blanc, et tous ces aliments, ils rentrent par ces pores et par ces porocytes-là vers le milieu, vers la cavité interne. Voilà, donc ça c'est la structure histologique de l'ectoderme. Donc, en résumé, il est formé par deux types de cellules, les pinacocytes et les porocytes. Maintenant, la structure histologique de l'endoderme. Donc, l'endoderme, il est de votre côté droit. Ce sont ces cellules blanchâtres, flagellées, que vous voyez. Cet endoderme-là, il est formé de cellules de grande taille, pourvues d'un grand flagelle, qu'on les appelle les choanocytes. Les choanocytes. Donc l'endoderme, comme on a dit, l'ectoderme, il est formé par deux types cellulaires. L'endoderme, il est formé par un seul type de cellule qui est les choanocytes. Donc comment ça se fait? Donc les aliments, le moment où ils rentrent vers la cavité interne, ces cellules-là, avec leurs flagelles, ils provoquent des mouvements. Les mouvements des flagelles, ils provoquent un courant d'eau qui permet l'apport de l'oxygène et des aliments qui sont les bactéries et les algues vers les autres cellules. Donc les choanocytes, ils sont très très importants pour cet aspect de faire rentrer les aliments vers les autres cellules, vers ces cellules mêmes et vers les autres cellules. Donc, la structure histologique de l'endoderme, comme vous le voyez, il est formé de choanocytes. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a vu l'ectoderme, l'endoderme formé par un seul type cellulaire, mais il reste la mésoglée. La mésoglée, c'est-à-dire la couche située entre l'ectoderme et le mésoderme. La structure histologique de la mésoglée. La mésoglée, regardez là, il est entre ces deux types de cellules, entre les choanocytes et l'ectoderme. Donc, quelles sont les cellules qui constituent la mésoglée? Quelles sont les cellules qui constituent la mésoglée? Premièrement, il y a les scléroblastes. Les scléroblastes, ce sont des cellules qui élaborent des spicules. Les voilà, les spicules en bas, qui constituent un véritable squelette de l'animal. Ça, c'est le premier type de cellules qui constitue la mésoglée. Deuxième type de cellules, ce sont les amébocytes. Leur rôle, c'est la digestion des particules
alimentaire. Après, les gonocytes. Évidemment, les gonocytes, ce sont les cellules sexuelles, c'est-à-dire qui donnent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Après, il y a les cellules nerveuses. C'est un système nerveux rudimentaire et diffus. Il y a aussi les archéocytes. Ces archéocytes, ce sont des cellules embryonnaires qui donnent d'autres types de cellules. Et il y a les myocytes, ce sont les cellules de soutien. En résumé, cette mésoglée-là, il est formé par 6 types de cellules, à savoir les scléroblastes, les amébocytes, les gonocytes, les cellules nerveuses, les archéocytes et les myocytes. On passe maintenant à la reproduction chez ce groupe-là. La reproduction, il y a la reproduction sexuée qui fait intervenir les gamètes. On les trouve chez les éponges calcaires. Ce sont des individus gonochoriques, c'est-à-dire que les sexes ici sont séparés. Et chez les éponges siliceuses, ce sont des individus hermaphrodites, mâles et femelles en même temps. Il y a aussi la reproduction asexuée. Cette reproduction asexuée, il est de 2 formes. Il y a un bourgeonnement interne et un bourgeonnement externe. Bourgeonnement externe, comme vous le voyez sur les figures, on assiste donc à des bourgeons qui sortent de l'animal et donnent des bourgeons qui vont donner d'autres individus. Et le bourgeonnement interne ici donne des formes de résistance, comme vous le voyez ici. Ce sont des coques internes qui contiennent des amébocytes, des spicules, la coque externe et en bas le micropyle. Tout cela, vous l'aurez sur le polycope que je vais vous distribuer en fin de cours. Le bourgeonnement interne, il donne des formes de résistance appelées des gémules. Si les conditions sont favorables, ces gémules donnent de nouveaux individus. Donc, 2 types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Voilà, maintenant ici, on va voir le mode de vie. Comment donc vivent ces protozoaires, ces spongiaires, pardon. Le mode de vie. Ces animaux, ils vivent en colonie, c'est-à-dire ensemble, et sous 2 formes. Il y a la forme massive, comme vous le voyez à gauche, et il y a la forme arbustive à droite. Et ces animaux-là, on les appelle des porifères. Des porifères, ça vient du mot pore. Ils sont appelés des porifères. Pourquoi? Parce que la paroi du corps est perforée, comme on l'avait vu au début, par de nombreux orifices qui établissent une relation permanente avec le milieu extérieur et ils assurent l'apport de l'oxygène et des aliments. L'eau rejetée par une seule orifice exhalante, c'est ce qu'on avait vu au début de ce chapitre, qui est l'oscule. Voilà donc concernant ces porifères, ces spongiaires. Leur milieu de vie, évidemment, comme on a dit, il est aquatique, c'est-à-dire marin, ou bien dulsacuicole, c'est-à-dire dans les eaux douces.
Et ce sont des animaux filtreurs. Comme vous le savez, ce sont des porifères. L'eau, il rentre. L'eau avec les aliments, il rentre vers le milieu intérieur. Ensuite, il est distribué par les flagelles des choanocytes vers les autres cellules et il filtre l'eau. Il filtre tous les aliments qui rentrent. Donc, ce sont des animaux filtreurs et sessiles. Sessiles, c'est-à-dire qu'ils vivent fixés. Voilà donc le mode de vie de ces animaux. Massive, arbustive, et ce sont des porifères. Retenez bien ces mots porifères.